Dans cette vidéo, on aimerait pouvoir aborder un petit peu plus comment on prépare une levée de fonds. On a de plus en plus de copains qui nous demandent justement comment je peux essayer de bien préparer ma levée de fonds, pouvoir rendre mon projet séduisant auprès d'investisseurs, aussi se poser des questions sur comment aller chercher des BA, Business Angel, ou alors des VC, Venture Capital. Et donc tout ça, forcément, ça pose des questionnements. Parce qu'on a parlé dans une ancienne vidéo justement qu'on a des fois, on est dans un monde donc du web entrepreneuriat ou du monde corporate et on essaye de développer un caractère innovant pour pouvoir aller chercher des fonds, se développer, ou alors on a des projets annexes qui rentrent en compte dans notre développement entrepreneurial et à un moment se pose la question, le nerf de la guerre, les fonds, comment on fait pour avoir de l'oseille? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que tu contextualises un petit peu les tendances de marché aujourd'hui. On se rend compte que le rôle des banques aujourd'hui n'est plus de prêter de l'argent. C'est tellement difficile aujourd'hui que les banques nous prêtent de l'oseille. Elles ne veulent plus. Il y a tellement de risques. Elles ne veulent pas investir, notamment dans des startups. Elles n'y connaissent rien. Même des fois, certaines institutions bancaires créent des startups, mais ça foire en fait complètement. Et donc tout ça, en fait, aujourd'hui, quand tu es un start-upper ou alors quand tu es un entrepreneur et que tu veux préparer une levée de fonds, tu te retrouves un petit peu avec plein de questionnements au niveau du pitch deck, comment bien mettre en place les choses, comment bien aller chercher des fonds. Tu te rends compte que c'est pas juste avec tes beaux yeux et ta belle vision que tu vas réussir, mais notamment en étant appuyé aussi de documents concrets et prédictible, du moins sous une forme de prédictibilité. Voilà, un peu tous ces questionnements, tu vois, même moi aujourd'hui, alors qu'on travaille, on est ensemble dans ces schémas d'investissement en equity, même moi, des fois, je peux être largué par ces systèmes de comment faire une levée de fonds. Et je vais te dire la vérité, si tu n'étais pas avec nous, je ne saurais pas lever des fonds, je ne saurais pas le faire. Donc, même moi, ton associé, ça va être intéressant de savoir un petit peu comment préparer justement une levée de fonds dans un contexte aujourd'hui où on se rend compte que les banques, déjà, elles ne prêtent plus, quoi. Donc, ça va être qui nos nouvelles banques de demain? Ouais, c'est intéressant de parler du contexte avant de parler justement des différentes clés, différents facteurs qu'on met en place pour lever des fonds. On va parler un peu du contexte un peu particulier. On va dire qu'on est dans un contexte qui est assez difficile pour les banques. Les banques ne prêtent plus avec des gros taux d'intérêt. Et finalement, il y a beaucoup de tweets en ce moment, des BA et des VC qui disent c'est pas grave, on va se passer des banques. Et en fait, le monde va changer un petit peu. Pour moi, ma vision des choses dit que le monde va changer. Avant, on demandait beaucoup aux banques, c'est-à-dire qu'un boulanger avait besoin de fonds, il allait demander aux banques, il ne demandait jamais à des BA ou à des VC. Pour moi, ça va changer. Les BA et les VC vont beaucoup financer, ils vont faire des sortes d'associations de financement pour aller financer des business un peu différents. Et du coup, forcément, on est dans la meilleure période pour moi pour faire du private equity. Ou en tout cas pour faire nous ce qu'on fait, prendre des parts dans des startups, prendre des parts dans des sociétés parce que ce monde du private equity commence à sortir de l'eau et commence à sortir de cette tangente un peu austère. Tu vois, du monde que personne connaît en se disant on ne va pas dans le private equity, c'est chelou, tu vois. Ouais. Et ça, c'est en train de changer. Avec Blast de Anthony Bourbon qui met l'investissement en start-up au grand jour et nous avec une tendance de private equity plus standard, si tu veux, nos deux visions se collent. Nos deux visions se collent complètement, exactement. Donc si tu veux, en parlant du contexte, c'est très bien de remettre les choses en place et j'encourage tout le monde à s'intéresser au private equity, que vous soyez corporate, start-up ou web entrepreneur. Déjà, c'est la base. Après, moi déjà, je pars du constat qu'il faut savoir dans quelle industrie on se place. Est-ce qu'on est dans une industrie porteuse? Je m'explique, il y a plein de technologies différentes, les tech, la fintech, voilà, il y en a plein. Et c'est de se dire, est-ce que ma startup est dans une tech qui lève beaucoup en ce moment? Tu vois, quand tu regardes des rapports de startup, en général, tu as des mouvements, enfin, tu vois, des évolutions de marché, tu vois. Tu vas avoir beaucoup de fintech qui vont lever d'un coup. Après, tu vas avoir de l'edtech à fond, tu vois, et beaucoup de VC vont communiquer dessus. Tu vas avoir du Web3. Si tu es en plein dans l'évolution, tu dis « Ok, ça veut dire que je peux aller chercher plus de financement. » Il y a une question de timing alors aussi. Ouais, un petit peu. Après, il y a des changements. Il faut bien que des startups amènent ce changement-là. Mais si tu veux, tu as un flux, tu vois. Voilà, c'est plus un flux. Là, en ce moment, à l'heure d'aujourd'hui où on est, l'EdTech est en plein essor. Tu vois,
Par contre, Tu peux expliquer la LedTech? Ouais, l'EdTech, c'est la technologie éducative. C'est tout ce qui va être les nouvelles technologies dans l'éducation, des plateformes en ligne, des choses comme ça, une manière différente d'éduquer nos enfants ou d'autres personnes. Ce n'est pas que les enfants, hein. Mais, et ça, c'est vraiment dans l'air du temps et c'est une industrie ultra porteuse. Après, tu as le Web3, mais le Web3, on y vient tout doucement, tu vois, ça monte, mais les VC, les BA, t'en as qui vont dire ouais, j'ai envie d'y aller, mais finalement, ils y vont pas trop. Ça monte doucement, tu vois, c'est un peu timide. Mais après, tu as la fintech, évidemment, la technologie qui lève des records astronomiques et qui est là, qui est assez stable. Mais si tu veux, si tu arrives avec une brand, si tu arrives vraiment avec une marque comme Feed, et Anthony Bourbon le dit très bien, lors d'aujourd'hui, il ne lèverait plus, là, faut dire que ça va être compliqué de lever, tu vois. Par contre, si tu arrives avec une industrie qui est ultra porteuse, tu dis ok, on fonce, on va aller lever des fonds, on va faire une valeur différente parce que justement les multiples sont différents, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est savoir dans quelle industrie je me place. Il y a un autre point qui est important, c'est de savoir où tu te places dans ta levée. Très simple, est-ce que ta boîte fait des revenus ou pas? J'appelle des revenus, pas 5 000 € par mois. J'appelle des revenus au minimum 100 000, 1 million, tu vois. Ça fait du revenu. Là, tu ne vas pas avoir les mêmes stratégies de levée. Si tu es en pré-seed avec une idée, avec un truc, ce n'est pas la même stratégie que si ta boîte fait des revenus. Ton deck, il ne sera pas orienté de la même manière. Moi, quelqu'un qui vient me voir, qui me pitch une vision d'une boîte qui n'a pas de revenus, une boîte qui a des revenus, le mec qui a des revenus et qui me pitch une idée, une vision, une team, je vais dire non, parle-moi de tes chiffres. Tu vois, tu ne peux plus appuyer et tout miser sur ta team et sur ton idée. Par contre, en pré-seed, là, tu vas vraiment appuyer sur ton idée, ta vision, etc. Tu ne vas pas parler de tes chiffres. Donc ça, c'est vraiment les deux points. C'est ton industrie, savoir si tu fais du chiffre ou pas. Déjà, c'est les deux premiers points. Ok, c'est intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte que souvent, lorsqu'on dit préparer une levée de fonds, tu as l'impression que tu démarres de zéro, c'est-à-dire que à l'idée. Moi, j'avais aussi ce sentiment de dire tu vas lever des fonds dès que tu as l'idée, mais toi, tu dis non, justement, on peut autant, voir dans quel champ de secteur je me trouve, est-ce que c'est porteur ou pas. Tu reprends les BNVB, donc avec les marques de consommables, les brands, ouais. On se rend compte que ils investissent plus trop là-dedans ou plus autant qu'avant, ou alors que pour y aller, il faut vraiment avoir une ultime différenciation sur le moment. Donc forcément, aujourd'hui, les œillères changent et se dirigent vers autre chose. Et donc, ce que tu dis après, c'est de voir si, ok, ma startup, elle a su générer de l'argent sans VC, sans BA. Si oui, ça, ce sera… donc, tu vas expliquer la suite de ce que c'est comme stratégie, ou soit derrière, non, j'ai une idée et j'ai besoin de fonds. Pourquoi j'ai besoin de fonds? Parce que peut-être, je ne peux pas rentrer dans une démarche de marketing ou de vente directe. J'ai peut-être un produit de la R&D à faire en amont, en fait. Oui, exactement. Tu as peut-être des devs à payer, tu vois, ça coûte très cher. Donc, tu as besoin de fonds. Après, tu peux très bien faire un petit tour de table au début, de 300 000, 400 000, tu vois. Et ça va te payer un peu les devs, avoir de la data, avoir des premiers revenus. Et derrière, tu vas aller lever avec une boîte qui a des revenus, tu vois. Tu peux aussi coupler ça. Après, ce qui est intéressant, c'est même pour une boîte qui est en pré-seed, qui lève à l'idée, c'est intéressant d'avoir un peu de data, tu vois. Ouais. On en parlait dans une autre vidéo, mais c'est de savoir que des gens sont prêts à acheter le produit ou qui adhèrent. Tu as une communauté, tu vois. C'est vrai que l'aspect communautaire, ça marche aussi, tu vois. Tu as une grosse communauté sur un réseau, sur YouTube, Instagram ou quoi, tu vois, qui adhère à ton produit. C'est intéressant. Après, tu parlais de brand. C'est vrai que les brands ne lèvent plus trop. Mais si tu arrives à adopter une autre technologie à ta brand, c'est intéressant. Je parlais l'autre fois avec un ami d'un e-commerce qui met un aspect ultra communautaire à son e-com. Ah, c'est stylé, tu vois, ça lève ça. Ou une brand qui met un peu de Web3 dedans, c'est stylé aussi. Mais qu'une brand qui vend un produit, tu vois… tu dois le complémenter avec une industrie qui est porteur. Ouais, complètement. Si à l'heure d'aujourd'hui, je veux ouvrir une brand ou lancer un peu une brand, je couplerai avec une technologie. Avec l'aspect communautaire, etc. Donc, de piocher un peu de partout pour faire un truc un peu stylé, tu vois. Et donc, quand ça c'est validé, donc cette première partie que tu exposes, quelles sont les autres étapes alors pour préparer justement… Après, c'est de faire ton deck. Tu vois, le deck, c'est ultra important. Tu peux expliquer le deck, ce que c'est exactement? En fait, le deck, c'est un document qui va te permettre de répertorier un peu toute l'histoire de ton entreprise ou ton futur et en fait que n'importe qui le lise sache où tu vas. Soit avec tes chiffres, du coup, si tu as une boîte qui fait du chiffre, soit avec ton idée, ta team, ton storytelling. Le storytelling, très important. Si tu n'as pas de revenus, si tu as une boîte qui lève en pré-seed, ton storytelling est très important. C'est-à-dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, etc. Tu vois.
Moi, s'il y a un gars qui vient me pitcher et qui me dit je fais ça parce que ça m'a impacté dans ma vie, parce que si, parce que là, je sais qu'il va être impacté par son produit. Tu vois. Si la personne développe un truc pour les personnes handicapées, je dis une connerie, tu vois, mais qui n'a pas vécu ça, ça touche moins. Tu vois. Si par exemple, il me dit j'ai vécu ça, j'avais quelqu'un de ma famille, j'ai trouvé ce produit-là, il sait de quoi il parle, tu vois, il l'a vécu. Pourquoi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le storytelling, c'est ultra important pour vraiment une boîte qui lève à l'idée. Donc, du coup, je reviens sur le deck. Donc, c'est soit tu n'as pas de revenus, tu lèves en pré-seed et là, ben, ton deck, ça va être ta vision, ton storytelling, ça va être tes équipes. Les équipes, c'est très important, ton futur, etc., etc., tu vois. Et en fait, l'équipe, c'est super important. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont développer le produit. Donc, si tu n'as pas une team complète, je le disais dans une autre vidéo, ou si ta team, elle n'est pas au top, tu vois, tu n'as pas de CPO, tu n'as pas de DAF, tu n'as pas de dev, c'est compliqué, tu vois. Alors que si tu as vraiment une équipe de dev, tu as des gars importants, tu vois, dans la team, tu as un peu des têtes, etc., ben, ça fait mieux sur le papier, tu vois. C'est important qu'ils aient un track record aussi, ces personnes de l'équipe, et que ce ne soit pas des alternants qui prennent… Bah, en général, dans le pitch, tu mets toujours quelqu'un qui a un peu de track record. Tu vas pas mettre toute la team, tu mets pas 200 personnes. Par contre, si tu as un peu une tête d'affiche, tu vas la mettre. En Web3, si tu as un Sébastien Borgé dans le pitch, tu vas le mettre. Tu vois, c'est important. Par contre, tu vas pas mettre ton dev. Par contre, ton dev qui a développé tel et tel projet, tu vas le mettre dans le deck. Parce que derrière, dans ton pitch, tu peux agrémenter ça. Tu vois, donc, c'est assez sympa. Et c'est surtout parler de l'histoire aussi de la team. Si tu as une personne de la team qui a développé ça, tu le mets. Et surtout, toi aussi, le storytelling que tu as, tu vois, si tu as fait avant d'autres business, ça rassure. Ouais, si par exemple, tu n'es pas un nouveau-né, tu vois. Tu as vendu des business avant, tu as généré du cash, tu expliques tout ça, ça peut… En fait, le deck, comme tu dis, va être là pour créer une forme de réassurance auprès des VC et des BA qui vont se dire, il y a un truc, il a vendu des boîtes, il y a une équipe qui est solide, c'est quelqu'un qui sait faire de l'oseille, il pitch bien son projet, je peux davantage l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il va investir, mais il va davantage être curieux de ce que c'est. Bah, c'est ça, parce que du coup, on en vient à l'étape d'après, c'est la stratégie de cold mail. Je ne prends qu'une stratégie, il y en a plein d'autres pour aller voir des BA, etc. Mais on va dire que le cold mail, donc tu vas envoyer des emails à une base mail de VC BA, ben, il faut que tu l'accroches, tu vois. Le gars, il reçoit 100 pitchs par jour. Si tu dis bonjour, je voudrais que vous investissiez dans ma boîte parce que ci, parce que là, mec, il se fait chier. Et ce serait quoi alors les bonnes accroches de call mail Déjà, c'est des mails courts. Tu vois, il faut pas que tu détailles ta boîte dans le mail. C'est pas un pitch le mail. Non, le mail, tu vois, c'est des mails sympas. Tu vois, tu lis le mail, tu dis c'est qui lui, qu'est-ce qu'il me veut. Et du coup, le mail, il est accrocheur. Et je vais raconter une petite anecdote qu'on a eue sur une startup. C'est on envoie donc notre call mail et le mec nous répond en mail en disant des mails comme vous, j'en reçois 100 par jour. Votre mail est pourri, en gros, votre approche elle n'est pas professionnelle, etc., etc. Et là, en fait, le mail, il a fait le taf. Parce que le gars, il nous a répondu, il en reçoit 100. Pourquoi il nous répond à nous? Donc, il nous a répondu et ce mec-là a pris un rendez-vous avec nous. Donc, tu vois, il veut être pitché. Ouais, parce que tu lui réponds, OK, parmi les 100 que vous recevez par jour, je suis le seul auquel vous ayez répondu ça, parmi les plus pourris. Tu rentres dans son appel, jeu. En fait. Tu rentres dans son jeu. Parce qu'en fait, il ne faut pas voir… Tu ne vas pas chercher un client. Tu vois, en fait, les BA… T'es son client, il cherche des pitchs, tu vois, il cherche des startups, il compte sur ça. Donc, il ne faut pas que tu te sentes mal à l'aise vis-à-vis de ça. Il ne faut pas que tu envoies ton mail en suppliant. Tu ne supplies pas, en fait, tu fais monter le FOMO. Tu dis, c'est maintenant ou jamais. Là, tu loupes le train. En fait, ta startup, il faut qu'il y ait un FOMO de ouf. Il faut que ça soit ultra condensé. Tu vois, ton pitch et ta stratégie de mail ou ton réseau de VC, etc., il faut que ça soit condensé. Et que tu as le pitché, que tu aies une énergie de dingue et que tu fasses monter le FOMO dans le truc. Et les gars, ils sont prêts à lâcher de l'oseille vite, tu vois. Ça, c'est important. Et quand tu prépares ta levée de fonds, forcément, il faut aussi la préparer avec peut-être des termes fiscaux, comptables, juridiques. Comment tu vas pouvoir appuyer les chiffres? Parce que même dans une pré-seed, il y a quand même certains chiffres, en fait. Comment tu arrives à déterminer ensuite… le bon calcul déjà de la valo, on en a déjà parlé, mais si très courtement tu pourrais le rappeler, et ce serait quoi la data nécessaire, les templates nécessaires, parce que moi je t'entends souvent parler de term sheet, je t'entends souvent parler de NDA, et quels sont en gros un peu les documents à préparer
Donc, calcule déjà un peu de la valo, un peu les KPI de ça et un peu les templates à préparer pour sa levée. Ouais. Alors, la valo, c'est simple, hein. Si c'est une pré-seed, j'en ai déjà parlé, mais c'est des calculs par comparaison. Donc, tu vas regarder les autres startups dans ton industrie qui ont levé et tu vas un peu te comparer à elles. Après, tu as des valos, grosso modo, c'est le budget le budget de développement sur 18 mois multiplié par X, qui donne un montant de valo sur une pré-seed, hein, sur une boîte qui n'a pas de revenus. Sur une boîte qui a des revenus, c'est des calculs différents par rapport à un bilan, par rapport à des revenus, etc. Et en fait, si tu veux, ces chiffres-là, il faut savoir en parler, il faut savoir expliquer. Je le répète, mais c'est comme ça dans toute la finance. C'est-à-dire que moi, tu me sors une boîte qui est valo à 10 millions, explique-moi pourquoi elle est valo à 10 millions. Si tu sais ton calcul, bon, il n'y a pas de problème. Une boîte qui a des revenus, explique-moi tes revenus. Comment tu as vendu ça, comment tu as fait ça, c'est quoi ton budget marketing, etc. etc. Donc ça, c'est important. Les valos, si tu veux, il faut juste savoir l'expliquer. Ta valo, tu mets un peu ce que tu veux, entre guillemets, mais il faut savoir l'expliquer. C'est quoi ton calcul de base, tu vois? Okay. Donc tu as vraiment besoin, en fait, c'est un peu le conseil que tu donnes lorsque tu veux préparer une levée de fonds, connaître ces chiffres, quoi. Ouais, en fait, si tu n'es pas bon en finance, il faut être accompagné. Tu ne vas pas lever des fonds si tu n'es pas accompagné. Déjà, c'est mort. Il te faut un super avocat, au-delà d'un lever, et un mec qui connaît et qui sache t'entourer. Parce que justement, après, on parle de term sheet. Dans le term sheet, tu lis un term sheet. Tu peux expliquer ce que c'est le term sheet? Un term sheet, c'est. T'es où dans la relation en fait avec là, tu l'as pitché. T'es où en fait là, tu l'as pitché, donc tu as fait ton deck, tu as envoyé ton mail, tu as eu le rendez-vous avec l'investisseur, tu l'as pitché, etc. Il te dit OK, maintenant je t'envoie un term sheet. Le term sheet, c'est là où il y a toutes les clauses. Qui envoie le term sheet? Ça peut être lui ou toi. OK. J'ai vu les deux. Hein. Et du coup, dans ce term sheet, il y a toutes les conditions. Et là, des conditions, tu en as. Je t'en donne une seule, par exemple, la condition d'exclusivité, c'est-à-dire que l'investisseur t'oblige à n'avoir qu'un seul projet, cette startup. Tu n'as pas le droit d'avoir un CDI, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres sociétés. OK. Ça peut, si tu veux, dans un élément de négociation, par exemple une startup où le mec te dit « moi, je veux faire que cette startup », eh ben, tu vas le négocier. Tu vas dire « ok, on met cette clause, par contre, on lève un peu plus ou on dilue un peu moins ». Par contre, quelqu'un qui a d'autres projets comme nous, tu comprends bien que si nous on monte une startup, cette clause elle est juste impossible parce que dans tous les cas, on a d'autres sociétés. Ouais. Donc si tu veux, c'est une clause qui est un peu délicate, mais tu en as plein d'autres, des clauses d'antidilution. T'en as une petite en plus à nous donner? Tu as la clause d'exclusivité, j'en ai parlé, la clause d'antidilution, c'est-à-dire que l'autre est prioritaire sur le deuxième tour de table, par exemple. Sur le deuxième tour, OK. T'en as plein, si tu veux. Le term sheet, c'est super important. Mais une personne lambda qui lit un term sheet, il va rien comprendre. Okay. Il va rien comprendre et il signe ça et finalement, il peut signer son arrêt de mort là-dessus, quoi. Et là-dessus, qui t'aide le plus quand tu as le term sheet? Est-ce que c'est le lever qui t'a aidé ou est-ce que là, c'est un avocat? Qui c'est le mieux des deux, là? Parce que en fait, dans une levée, donc moi, je suis accompagné par plusieurs avocats quand je fais une levée, mais si tu veux, c'est moi qui donne le tempo. C'est-à-dire qu'on va lever en BSAR, on va lever en BSA, etc. Enfin, il y a d'autres trucs. C'est moi qui donne ce tempo-là. Mes avocats, juste, ils valident, ils me disent oui, mais ils ne vont pas me dire non, on ferait mieux de faire comme ça. Ce n'est pas leur rôle, si tu veux. Ouais. Enfin, en tout cas, pas moi dans ma strate. Et c'est très dur d'avoir un avocat qui te dirige une levée de fonds. Ce n'est pas son job. Lui, il est là pour contrôler. Okay. Il va te dire le term sheet, mais il faut que tu aies une vision plus loin. Tu vois, un avocat, il n'est pas dans le business. Okay. Une clause d'exclusivité, il va t'expliquer le pourquoi du comment, mais avec ses termes d'avocat. Avec ses termes. Ouais. Tu vas rien comprendre encore, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quand même un lever qui peut être comme toi, sur un gars qui comprend l'aspect juridique qu'un avocat peut faire et qui a la vision d'un lever en termes business et de compréhension du marché. Exact. Moi, je me positionne pas forcément comme un lever parce que j'aime pas être comparé à eux, parce que c'est des gars super conventionnels. Tu vois, ils transforment la levée de fonds un peu comme un stress, comme une pression. Moi, c'est plus un jeu, tu vois. Je m'amuse avec mes startups et je dis on va lever coûte que coûte et je leur emmène toute la technique derrière. Ouais. Je me compare pas forcément à un lever, même si on a un peu le même job. Mais c'est pour ça qu'il faut faire gaffe aussi aux levers. Il y en a des mauvais, il y en a des bons, comme partout. Et ça Comment peut aller tu fais vite. La diff? Comment tu fais la diff? C'est le feeling, tu vois. C'est des termes techniques. Mais moi, je vous dirais, allez vers quelqu'un qui vous ressemble déjà. Moi, toutes mes startups me ressemblent finalement dans le feeling. Et des fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste une vision, tu vois. La vision de la startup où elle veut aller, comme par exemple, je te parlais de la clause d'exclusivité, c'est pas bien ou mal. Tu peux la mettre, cette clause-là, ou tu peux ne pas la mettre. C'est juste une vision plus tard, tu vois. Okay. Et il faut bien avertir, et il faut que le lever ou moi, on se projette.
On fait les choix pour l'entrepreneur en face, tu vois. Donc, on en revient toujours à ce même système de la vente, entre guillemets, le transfert d'énergie, savoir se mettre à la place de l'autre, que l'autre puisse facilement se mettre à ta place, parler le même langage, avoir le même message. Puis c'est un échange, tu vois, tu es dans le business avec lui. Un lever, tu es son client. Donc, il ne va pas te répondre le week-end. Ah oui, parce que nous c'est différent encore. Parce que nous, on prend de l'equity dans ces boîtes. En général. Et en même temps, on les aide à lever. Alors qu'un lever, il prend qu'un pourcentage sur le montant levé. Sur la levée, il ne prend pas de part dans les boîtes. C'est pour ça que je ne suis pas forcément comparé à un lever, parce qu'après, je m'investis dans la startup au fur et à mesure du temps. Ouais. Je vais structurer les finances, je vais donner tous les rapports aux investisseurs, etc. Donc, alors qu'un lever, il lève les fonds, il prend son pourcentage sur le montant levé. Mais ça perd son charme pour moi. Donc après, c'est deux strates différentes. Après, on fait aussi de la levée au pourcentage, mais je garde toujours cet aspect pote, si tu veux, qu'on a. C'est pas un client pour moi, c'est un projet. La personne en face met sa vie, tu vois, dans ce projet-là de start-up. Ouais. Tu peux pas te permettre de lever et faire un truc austère, tu vois. Donc là, tu as donné pas mal d'éléments pour pouvoir préparer une levée de fonds. Tu as justement parlé là où tu te situes. Est-ce que tu es en pré-seed? Est-ce que tu es en seed? Derrière, c'est est-ce que tu génères de l'argent? Est-ce que tu ne génères pas d'argent? Ensuite, on a parlé du deck avec vraiment plusieurs approches. C'est-à-dire, si tu es en pré-seed et que tu ne génères pas d'argent, donc tu es à l'idée, c'est vraiment le storytelling, ça va être l'équipe, ça va être ton pourquoi que tu vas aller justement là-dessus. De l'autre, ça va toujours être pareil. Ça va être un deck, mais avec des éléments d'avantage, avec des KPI, parce que là, on a récolté des chiffres, etc. De l'autre, c'est une stratégie de recherche de BA et de VC avec du cold email, en étant vraiment le plus court possible, ce que tu racontes, et avec ta touche, un petit peu comme ce que tu as dit, envoyer des emails comme si toi, tu aurais aimé qu'on les reçoit, en fait. Donc, aide toi-même, et tu voudras attirer des BA et des VC qui te ressemblent par rapport à l'email que tu as envoyé. Donc, ensuite, le VC ou le BA te dit « OK, let's go ». Il y a un term sheet pour vraiment bien structurer un petit peu tout ça. Ma question qui vient après, c'est que est-ce que d'un coup, on peut te la mettre à l'envers? Même après un term sheet, le VC, le BA se retire, il met une partie, il ne veut pas mettre l'autre, etc. Ce serait quoi les attentions sur ça? J'ai partagé sur mon Instagram, là, dans ma story, une personne qui s'est fait avoir, et ça a fait réagir beaucoup de start-upers où ils ont eu un BA. Ils lui ont dit, allez, c'est bon, je te suis, je mets 200 000 euros. Et il a fait les dépenses, finalement, en face, ça n'a pas suivi, tu vois, il n'a pas signé. Donc pour moi, c'est juste impossible. Tu signes des contrats, tu signes des term sheets, tu signes tout ça, tu as un avocat, tu es bien entouré, tu as ton lever, tu as ton avocat ou tes avocats, tu cadres tout ça et tu lèves. Il faut être professionnel. Tu ne lèves pas des fonds sans NDA, sans term sheet, sans une cap table bien définie. Tu vois. Mais si la personne, elle signe quand même tout ça et qu'elle veut se retirer, est-ce que dans le term sheet, il y a un petit peu comme on a dans l'immobilier, c'est-à-dire où on signe la promesse de vente ou alors la promesse d'achat, et que derrière, en fait, on se retire, on doit donner un pourcentage du prix de l'appart ou de la maison, et donc là, est-ce qu'on doit donner un pourcentage du montant qu'on avait défini? Est-ce que ça peut être même un terme que le start-upper veut mettre dans sa boîte pour dire, si tu pars, même si tu as signé, tu me dois quand même quelque chose? Non, parce que si tu veux, quand tu vas vendre les actions, tu as l'argent, tu vois. Donc finalement, c'est une transaction. Tu ne peux pas te retirer après. Ou alors, il faut que tu revendes. Tu revendes ces actions-là. Et après, tu as plein de clauses, tu vois, de durée, quand est-ce que tu peux revendre, etc. etc. Si tu lèves en BSR, si tu lèves en BSA, c'est différent. Tu as toute une stratégie de levée après, derrière. Mais tu ne te retires pas comme ça. Tu dis pas, allez, j'envoie de l'oseille et finalement, non, je veux plus une semaine après. D'accord. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Non. Ok. Et donc là, est-ce qu'il y aurait, quand tu es là, donc d'autres étapes à pouvoir la mettre en place dans le process de levée de fonds? Qu'est-ce qu'il y aurait après? Après, c'est la négo, tu vois, c'est le plus dur. C'est que l'investisseur, il dit oui, je suis prêt à mettre de l'oseille chez toi. Selon mes conditions. Mais il n'est pas d'accord avec ta cap table, il n'est pas d'accord avec toute la dilution que tu veux faire, ta valo, etc. Donc ça va l'épinailler. Et c'est quoi ta position alors à avoir dessus? Est-ce que c'est un petit peu, tu vois, comme on peut connaître dans l'entrepreneuriat, on vend un produit d'accompagnement, le client nous dit « Ah, tu m'as dit que je pouvais que payer en une fois, est-ce que je peux payer en 12 fois ?» et je rentre. Et est-ce que en fait, soit tu affirmes et tu dis « Non, en fait, c'est ça ou rien » et tu es aligné et tu pars avec cette vision? Ou est-ce que de base, en fait, tu sais qui va négocier et tu sais que tu es OK? C'est une stratégie. C'est comme dans les boîtes, tu vois. Si tu n'as pas envie de négocier, tu ne négocies pas. Tu vas te fermer des portes. Après,
ce qui est important, c'est de savoir si ton BA, si tu l'as avec des BA, il va t'apporter plus. Tu vois, tu as beaucoup de ça dans la négocie. Tu vois, un BA qui va dire oui, mais moi, je vais t'emmener mon réseau, j'ai des marketeurs, j'ai des copywriters, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Je t'emmène plus que de l'oseille. C'est souvent ça, en fait, les trucs de négo. Et ça, si tu es OK avec ça, ben why not, tu vois, mais ça dépend comment tu négo. Après, tu as un problème de dilution et de valo, tu vois, mais c'est toute une stratégie. Les principaux arguments des VC ou des BA pour négocier, ça va jouer sur ce qu'ils peuvent toujours t'amener en plus. Oui, il y a ça. C'est ça l'excuse, entre guillemets, de négociation numéro 1. J'ai eu ça et après, tu as tout simplement, ils négocient. Ils disent, bah, ta valo, elle n'est pas bonne. Moi, j'ai fait ma valo, c'est de ça, tu vois. Mais après, sur une précise commande, il n'y a pas de règle. Donc au final, tu vas négocier, tu vas te mettre d'accord avec lui, tu vois. Ou alors il va te dire, ouais, mais tes chiffres prévisionnels, moi, c'est pas possible, c'est beaucoup trop, t'as abusé. Ou alors non, je veux pas de BSR, je veux du BSA. Il y a plein de techniques de négo, tu vois. Toi, tu as ton plan, soit tu es rigide à ton plan, soit tu dis, ben, ce BA, je veux vraiment l'avoir, ou ce VC, je veux vraiment l'avoir. Et là, ben, tu étais prêt à être flexible un petit peu. Flexibilité. Après, on ne parle pas de 10-15% qui va négocier, mais ça peut négocier du 0,5, du 1% en plus, ou mettre de l'oseille en moins, un peu plus de pourcentage. Bon, bah, faut faire gaffe, faut que tu aies un bon conseiller qui dit, OK, on revoit la cap table, on voit si ça vaut le coup, tu vois. OK. Donc ouais, c'est vraiment de l'analyse après dans la négociation. C'est OK, j'entends ce que tu me dis, je fais mes recalculs après sur la cap table, essayer de voir comment ça match par rapport à la vision. Parce que de ce que je comprends, négocier avec un VC ou avec un BA peut avoir un impact sur les prochains rounds en fait qu'il va y avoir. Bah bien sûr, parce que si tu baisses une valo, s'il veut mettre moins d'oseille et diluer plus, bah tu baisses la valo, tu vois, in fine. Ah ouais. Donc ça change tout. Donc c'est pour ça. Après, ça ne joue pas à grand chose, mais au deuxième tour de table, ça jouera, tu vois. Ça peut jouer. Donc il faut bien que tu te réunisses avec tes conseils, donc ton avocat, ton lever ou la team, et dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Ça dépend le montant aussi qu'il veut mettre. Si on parle de 20 000 euros, ça ne vaut pas le coup, tu vois. Par contre, c'est un lever qui te met un gros ticket de 500 000, 1 million. Tu te dis, bon, on fait quoi, tu vois, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ouais, complètement. OK. Super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier mot à pouvoir dire justement à des personnes qui sont en train d'essayer de préparer ça, qui sont un peu perdus? Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Le meilleur conseil que je peux te donner et que je peux donner aux personnes qui nous regardent, c'est entourez-vous des meilleurs. C'est ayez un bon avocat, ayez un bon lever si vous avez un lever, entourez-vous des meilleurs. Commencez pas à regarder en disant on optimise ça, 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 entourez-vous des meilleurs parce qu'une levée ça peut vous coûter très cher. Vous pouvez signer un truc qui n'est pas bon, donc mon conseil ce serait vraiment ça, ayez un bon conseil. Et donc forcément le conseil que tu sous-entends si on a des start-upers qui nous regardent, c'est de pouvoir t'envoyer un petit message aussi pour voir comment, au travers de notre écosystème à nous, on peut les aider aussi. On peut les aider, effectivement, on peut aider, donc lire le deck ou voilà, prendre un appel avec moi, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci, je répondrai, je réponds à tout le monde. Et si au cas où moi je ne peux pas ou notre team ne peut pas, je vous enverrai vers des personnes de confiance en tout cas. Génial, OK. Voilà. Bah, super enrichissant. Bah, moi, j'ai beaucoup appris alors que je suis ton associé, c'est marrant, mais forcément, ça qui est aussi important, c'est comme chacun a ses rôles dans l'entreprise, on apprend aussi chacun avec les autres. Et comme tu as dit dans une autre vidéo qu'on a eue, c'est complémentaire, la finance, la vente, le marketing et tout ça, ça se complète pour le bien des sociétés qu'on accompagne. Exactement. Génial, super. Merci en tout cas pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été enrichissant. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti, votre partage, votre expérience, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre aussi avec tout ce milieu de l'equity, de la startup, des levées de fonds directement dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un message sur mon Instagram, sur l'Instagram de Johnny et alors, ou sinon tout simplement venir participer à l'une de nos keynotes qui se trouve juste en dessous pour savoir justement aussi comment vous pouvez développer les écosystèmes qui soient scalables, valorisables, vendables, savoir structurer des levées de fonds, savoir prendre des parts dans des entreprises et rentrer justement dans cette communauté de l'equity avec toute la famille de l'Equity Family. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.